parler un peu de comptabilité. On va parler des indices des prix, aussi l'inflation. Une question? Allô? Non, est-ce que vous pouvez activer votre audio pour ceux qui n'ont pas... Merci. On va parler de l'inflation et aussi des indices des prix, et aussi ouais, des thèmes en comptabilité comme la valeur ajoutée, le PIB. C'est sûr que les définitions sont dans le cours, mais à tout moment, vous pouvez poser des questions s'il y a un thème que vous n'avez pas très bien compris. Alors, à l'exercice 1, on a l'évolution des prix et des quantités d'un panier de trois biens. On a le pain, les légumes et la viande. Euh, En 2009, euh, pour une quantité de 4 pains, il fallait payer 6 dollars. Et en 2010, pour une quantité de 5 pains, il faut payer 7 dollars. C'est comme ça que le tableau est décrit. Et aussi pour la viande, en 2009, pour une quantité de 11, il fallait payer 13 dollars. Et en 2010, pour une quantité de 12, il faut payer 14 dollars. On demande l'indice de prix de l'aspect et de page en base de 2009 pour l'année 2010 et interpréter les résultats. Alors, l'indice de l'aspect 2010 base 2009, c'est vraiment comme c'est écrit là. On a la somme des prix à l'année de 2010 multiplié par les quantités de l'année de base qui est 2009 divisé par la somme des prix de l'année de base qui est 2009 pour les quantités de base 2009. Donc l'indice de l'aspect se base sur les prix de l'année de base, alors que l'indice de page, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire on garde les quantités de l'année 2010, alors que dans l'indice de l'aspect, on garde les quantités de l'année de base qui est 2009. Donc ici, ce sont les quantités de 2009, alors qu'ici, ce sont les quantités de 2010. Alors, à chaque fois, on fait le produit du prix par la quantité. Donc, par exemple, pour le calcul, est-ce qu'il y a une question? Je crois que je vais désactiver. OK. Par exemple, pour calculer l'indice de l'aspect 2010-2009, le calcul sera, euh, on garde les quantités de 2009. On multiplie par les prix de 2010. Donc, ce sera le produit au numérateur de ces prix-ci de 2010 et les quantités de 2009, c'est-à-dire 4 fois 7 plus 9 fois 10 plus 14 fois 11 divisé par, on garde les quantités de 2010, mais on multiplie par les prix de 2009. Donc, divisé par 6 fois 7 plus 9 fois 10 plus 13 fois 14 et le tout multiplié par 100. Donc, c'est ça qui nous donne l'indice de prix qui est dans 109,67. Pour l'indice de page, ici, on garde les quantités de l'année 2010. Donc, ce qui nous intéresse pour l'indice de page,
c'est cette colonne-ci qui reste inchangée, quantité de l'année 2010. Alors, ça va, au numérateur, on multiplie par les prix de 2010, c'est-à-dire on a 5 fois 7 plus 11 fois 10 plus 12 fois 14, le tout divisé par... On garde toujours les quantités de l'année 2010, mais on multiplie maintenant par les prix de 2009. Donc, on a 6 fois 5 plus 11 fois 9 plus 13 fois 12. Et le tout multiplié par 100 toujours. Alors, on a l'indice de page qui donne 109,82 et l'indice de l'aspect qui donne 109,67. Et comme interprétation, on peut dire que selon l'indice de prix de l'aspect, en moyenne, les prix des biens en 2010 ont augmenté de 9,67% parce que là, on a ici 100 plus 9,67. Donc, si c'était 100, on dirait que ça n'a pas augmenté, mais 100 plus 9,67, donc on dirait que les prix ont augmenté de 9,67. Donc, on peut lire les chiffres qui sont juste, les chiffres qui sont au-dessus de 100 par rapport à 2009. Et selon l'indice de prix de page, en moyenne, les prix des biens en 2010 ont augmenté de 9,82%, parce qu'ici c'est 100 plus 9,82 par rapport à ceux de 2009. Donc voilà un peu comment est-ce qu'on peut interpréter cet indice de prix euh, lorsqu'on le calcule selon l'aspect ou selon page. Alors, selon Fisher, c'est juste le produit des deux indices des prix qu'on fait avec une racine carrée. Donc, l'indice de prix de Fisher, c'est la racine carrée de l'indice de prix de l'aspect, du produit entre l'indice de prix de l'aspect et l'indice de prix de page. Et on trouve dans 109,75. Selon l'indice de prix de Fisher, en moyenne, les prix des biens en 2010 ont augmenté de 9,75% par rapport à ceux de 2009. Voilà ce qu'on peut dire sur l'exercice 1. S'il y a des questions, je vais les prendre maintenant. Il n'y a pas de questions. Je vais passer à l'exercice 2. Alors, à l'exercice 2, on s'intéresse à l'évolution des droits de scolarité pour les étudiants québécois dans les universités québécoises. Et le tableau ci-dessous donne les droits de scolarité des années 1994, 2005, 2011, 2013, 2015 et 2017 en dollars courants et l'indice des prix à la consommation en base 2002. Donc, il faut noter ici que les prix sont donnés en base 2002. Donc, on a l'information selon laquelle les prix sont donnés en base 2002. Donc, base 2002, ça veut dire que l'indice des prix en 2002, c'est 100. Donc, en 2002, l'indice des prix, c'est 100. Et ici, les droits de scolarité en 1994, c'est 1668 $. En 2011, 2168 $ et en 2017, 2391 $. L'indice des prix 2002 égale à 100. En 1994, c'est 86. Ça signifie que par rapport à l'année 2002, les prix ont baissé de 14% par rapport à 2002. Le 86, c'est ça que ça signifie. 106,4 signifie que par rapport à 2002, en 2005, les prix ont augmenté de 6,4%. Donc ça, ce n'est qu'une interprétation que je donne de ce tableau. Maintenant, on demande de calculer le taux d'inflation annuel moyen entre 2011 et 2017. Donc, on demande le taux d'inflation moyen entre
2011 et 2017. Alors, il y a deux méthodes pour calculer le taux d'inflation. On peut utiliser l'IPC parce que lorsqu'on a l'indice des prix entre 2011 et 2017, on peut juste faire utiliser la formule qui dit que l'inflation, c'est l'IPC de 2011 multiplié par un moins plus le rapport entre l'IPC de 2017 et 2011 à la puissance le nombre d'années qui séparent 2017 et 2011. Bon, en fait, l'indice des prix à la consommation de 2017, c'est égal à l'indice des prix à la consommation de 2011 multiplié par un moins le taux d'inflation moyen. Un plus le taux d'inflation moyen à la puissance 2017 moins 2011. Donc, c'est ce taux d'inflation-là qui est demandé. Parce que pour avoir l'augmentation des prix entre 2011 et 2017, il faut multiplier 1 plus le taux d'inflation fois le nombre, à la puissance le nombre d'années qui séparent 2017 et 2011 pour avoir l'indice des prix à la consommation de 2017. Bon, ici, c'est 2011 moins 2017 moins 2011, c'est 6. Donc, pour avoir ce taux, on fait d'abord la puissance 1 sur 6 partout. Donc, on a IPC 2017 à la puissance 1 sixième, ça me donne IPC 2011 fois 1 plus T. Donc, on peut avoir 1 plus T qui donne IPC, bon, ici c'est 1 sixième aussi, qui donne IPC 2017 sur IPC 2011, le tout à la puissance 1 sixième. Et le taux d'inflation nous donne donc tout ceci, moins 1. C'est ça qu'on a ici. Et le taux d'inflation nous donne 0,0132. Donc, le taux d'inflation annuel moyen est de 1,32%. Donc, par la deuxième méthode, pour la deuxième méthode, on peut juste faire le produit des inflations de chaque année. Donc, inflation de 2012 fois l'inflation de 2013 fois l'inflation de 2014, l'inflation de 2017 euh, avec en racine sixième. Pour avoir l'inflation de 2012, bon, puisqu'on n'a pas les données, on suppose qu'il n'y a pas eu d'inflation ces années-là. Donc, puisqu'on n'a pas de données de 2012, de même pour 2014 et pour 2016. On suppose que l'IPC varie toutes les 2 années. Pour avoir l'inflation de 2013, calculé là, c'est le taux d'inflation de 2013, c'est le rapport entre l'IPC de 2013 et l'IPC de 2011. Donc, le taux d'inflation de 2013, donc inflation 2013, ça nous donne l'IPC qu'on a en 2013, c'est-à-dire 122,8. On soustrait à l'IPC qu'on a en 2011, 120,5, qu'on divise par l'IPC de 2011. Bon, évidemment, il faut toujours multiplier par 100. Donc, vous allez avoir l'inflation de 2013. Vous faites la même chose pour 2014 et ensuite vous faites le produit. On trouve toujours 101,32. Donc, on dit toujours, on trouve le même résultat. En moyenne, le taux d'inflation est de 1,32%.
Euh, ok. Au petit b, on dit à l'aide de l'IPC, convertissez les droits de scolarité en dollars constants de 2002 et complétez le tableau ci-dessus. Alors, on veut les droits de scolarité en dollars constants 2002. Il y a un fichier Excel, je vais vous envoyer. Le fichier Excel sera disponible. Je vais partager avec vous. Une minute. OK, parfait. OK, je vais vous partager le fichier Excel. OK. Alors, pour l'exercice 2, pour avoir les droits de scolarité en dollars constants 2002, il faut juste diviser les droits de scolarité de l'année en cours par l'indice des prix de l'année en cours. Donc, il faut faire la division entre les droits de scolarité de l'année en cours, la division entre le rapport entre les droits de scolarité de l'année en cours et l'IPC de l'année en cours. Et l'interprétation de cette donnée, donc ici on a 1939,53. Ça signifie en fait que euh, en 19, en 1900, pour une personne en 1994, donc s'il fallait payer les droits de scolarité de 1994, par exemple, en 2010, ah, ça c'est 2002, autant pour moi. En 2002, alors il faudrait débourser 1939 $. Donc c'est ça que ce chiffre signifie. Donc, ici c'est 2002, autant pour moi, 2002.
Bien. Donc, c'est la même chose pour cette colonne-ci. En 2017, les droits de scolarité en constant, c'est juste la division entre la scolarité, les droits de scolarité en 2017 par l'indice des prix de consommation en 2017. Ça qu'on trouve là. Ici, ça c'est l'inflation. Bon, vous aurez, c'est vraiment comme j'ai expliqué. Alors, la question, il était question de trouver, de remplir cette colonne-ci. Donc, c'est cette colonne-ci qu'il faut remplir, la colonne des droits de scolarité en dollars constants de 2002. Donc, à chaque ligne, vous faites juste la division entre les droits de scolarité de l'année en cours par l'indice de consommation de l'année en cours. Maintenant, on demande comment ont évolué les droits de scolarité réels entre 1994 et 2005. Donc, pour avoir les droits de scolarité réels, réels, ça veut dire on utilise les prix qui sont là. Ça, ce sont les droits de scolarité réels ici. On demande entre 1994 et 2005. Entre 1994 et 2005, euh, on a ici l'indice des prix à la consommation qui est les droits de scolarité qui sont de 1939 et les droits de scolarité en 2005 qui sont de 1567. Donc, pour avoir l'évolution des droits de scolarité, on fait juste la soustraction entre les droits de scolarité en dollars constants de 2002 moins les droits de scolarité en dollars constants de 2002 en 2005. Donc, on trouve ici que les droits de scolarité ont diminué de 19,17 $. Donc, je reprends pour avoir l'évolution des droits de scolarité entre 2000, entre 1994 et 2005. On fait la soustraction, on fait c'est entre les deux années-ci, donc il faut faire juste la soustraction entre bon, la variation des prix entre 1994 et 2005, mais au taux constant de 2002. Et si on s'en tient au compte du droit de scolarité, juste ce qu'on paye, on penserait qu'entre 1994 et 2005, il n'y a pas eu changement de droit de scolarité. Mais en tenant compte de l'inflation, des prix à la consommation, on se rend compte qu'entre 1994 et 2005, il y a eu une diminution des frais de scolarité en fait de 19,17. On fait pareil entre 2005 et 2011. Entre 2005 et 2011, on fait le même rapport entre les droits de scolarité en 2005 et les droits de scolarité en 2011. Et on trouve ici 14,76. Donc, c'est ce qu'on peut dire. Et c'est la même chose entre 2017 et 2011. Entre 2017 et 2011. Et lorsqu'on demande les droits de scolarité en dollars courants, en dollars courants, on utilise la première colonne. Ça, c'est
Ça, c'est les droits de scolarité réels, mais en dollars courants, on utilise les droits de scolarité en dollars courants. Ici, on trouve qu'il n'y a pas eu évolution, donc la différence est zéro. Ici, on trouve 29 et là, on trouve 4,25. Donc, il y a une différence entre l'évolution en droit de scolarité réel et l'évolution en droit de scolarité courant. Donc, il y a une différence. Donc, en évolution en droit de scolarité réel, il faut utiliser l'indice. Donc, il faut déflater avec l'indice, avec l'inflation. En dollars courants, on utilise juste les droits de scolarité qui sont courants. Il faut faire la différence entre le montant réel et le montant courant. À la question D, on pose la question, les droits de scolarité des résidents Québec sont indexés sur la croissance du revenu disponible des ménages par habitant. D'après vous, est-ce que les revenus progressent plus vite que l'inflation ou le contraire? Donc, ici, entre 2013 et 2015, on remarque par exemple que on remarque ici que l'évolution en dollars courants est de 3,1%, alors que en évolution, alors que l'inflation est de 3,09%. Donc, ici, ça c'est l'évolution en dollars courants. Ça c'est l'inflation. Ici, on a vu que l'inflation était 3,09, alors que l'évolution c'est 3,11%. Donc, on peut dire que l'inflation est moins élevée que l'évolution des droits de scolarité en dollars courants. Entre 2015 et 2017, par contre, euh, entre 2015 et 2017, on a vu que l'inflation était de 3%, alors que l'évolution en droit de scolarité courant est de 4,25%. Donc, on remarque toujours que l'inflation est moins élevée que l'évolution des droits de scolarité en dollars courants. Donc ça, c'est ce qu'il fallait répondre à l'exercice 2. Je vais prendre les questions s'il y en a. Dans le fichier Excel que vous aurez sur Studium, il y a vraiment les formules. Lorsque vous cliquez sur une case, vous pouvez avoir la formule qui est utilisée pour avoir le résultat qui est là. Ok. Donc ici, ça c'est la question D. Bon, en 2013, pour avoir l'évolution du revenu en pourcentage, c'est juste l'inflation qui est 3,11%, alors que l'évolution des dollars, du prix de scolarité en dollars courants, c'est 3,09%. Donc le revenu courant augmente plus vite que l'inflation. Ok, s'il n'y a pas de questions à l'exercice 2, on va passer à l'exercice 3. À l'exercice 3, on a une économie avec trois secteurs. On a une économie avec trois secteurs. On a le secteur des matières premières qui vend pour 5 milliers de dollars au secteur S de sidérurgie. Celui-ci vend pour 12 milliers de dollars au secteur des fabrications mécaniques et la production du secteur
de fabrication mécanique est constitué des machines à livrer aux deux secteurs et à lui-même pour 12 millions de dollars. Un outillage livré au ménage pour 10 milliers de dollars et à l'État pour 5 milliers de dollars. Bon. À la première question, on demande de calculer la valeur ajoutée de chaque secteur. Au petit b, on demande de calculer le PIB par rapport de valeur ajoutée, calculer le PIB par rapport des dépenses. Donc, on sait que la valeur ajoutée, c'est la production moins la consommation intermédiaire. Donc, ici, il faut faire la distinction entre la consommation intermédiaire et la consommation de capital fixe. Donc, les machines ne sont pas considérées ici comme de la consommation intermédiaire, mais plutôt de la consommation de capital fixe. Mais les consommations intermédiaires, c'est plus ce qu'on utilise pour produire et et qui est vraiment utilisé dans le processus de production. Et normalement, beaucoup font souvent la confusion entre les machines et la consommation intermédiaire. Lorsqu'on veut installer une industrie, il y a un investissement qu'on fait. Les machines font beaucoup plus partie de l'investissement. Et ce qu'on utilise pour produire, c'est ça qui est de la consommation intermédiaire. Pour le secteur pour le secteur, pour le secteur de MP, des matières premières, euh, la valeur ajoutée, c'est 5, puisque tout ce qu'il fait, c'est juste vendre il vend juste aux 5 milliers de dollars au secteur S et c'est ça qui est sa valeur ajoutée. Pour le secteur de la sidérurgie, la valeur ajoutée, c'est 12 moins 5, 12 parce que il achète au secteur des matières premières pour 5 parce qu'on lui a vendu pour 5 millions de dollars, mais lui, il vend au secteur des fabrications mécaniques pour 12 millions de dollars. Il vend pour 12 millions de dollars au secteur des fabrications mécaniques, mais il achète au secteur des matières premières pour 5 millions de dollars, 5 millions de dollars. Donc, ce qui fait que la valeur ajoutée, c'est juste la production moins la consommation qui est 7. Pour le secteur FM, il y a, euh, il y a plusieurs, il y a plusieurs intitulés. Le secteur FM, il y a d'abord la vente. Il vend au ménage pour 10 milliers de dollars. Ensuite, il vend aussi à l'État pour 5 milliers de dollars. Il vend aussi les machines au secteur des matières premières pour 3 millions de dollars. Il vend aussi au secteur, il vend aussi à lui-même. Bon, vendre à lui-même, c'est donc
C'est ça qui est 12 millions de dollars. Mais il achète aussi, bon, il y a aussi 5 qui est les ventes de machines au secteur de S. Et sa consommation intermédiaire, ce sont ses achats qu'il fait du secteur S. Parce que le secteur de chirurgie vend pour 12 millions de dollars au secteur FM. Donc, c'est ça qui fait moins 12. Et on a sa valeur ajoutée qui est donc 23. On peut avoir le PIB. Le PIB, c'est juste la somme des valeurs ajoutées qui donne 35. Et par l'approche des dépenses, le PIB, c'est la consommation plus les dépenses du gouvernement, plus l'investissement, plus l'exportation, moins les importations. Donc, ici, il n'y a pas d'exportation et d'importation, c'est zéro. Ici, on a la consommation qui est 10. Comment est-ce qu'on calcule la consommation? La consommation, c'est juste ce que les ménages, parce que les seuls consommateurs ici, ce sont les ménages. Donc ici, on a vendu aux ménages pour 10. C'est le secteur FM. La production du secteur FM est livrée aux ménages pour 10 millions de dollars. Donc, ce n'est que ça qui est la consommation. Donc c'est ça qui est là. L'investissement, c'est vraiment tout ce qui est investissement, donc c'est l'achat des machines. Donc, il y a 3 milliers de dollars pour les machines qui sont livrées à MP. Il y a 5 milliers de dollars les machines qui sont livrées à S. Il y a 12 millions de dollars les machines qui sont livrées à FM lui-même. Donc, le total, c'est 12 plus 3 plus 5, ça nous donne 20. Les dépenses du gouvernement, c'est 5. Comment est-ce qu'on trouve les dépenses du gouvernement? On dit que le secteur FM fait les livraisons à l'État pour 5 milliers de dollars. Donc, ceci représente les dépenses du gouvernement parce que l'État achète au secteur FM. Donc, avec la formule, on a donc 10 plus 20 plus 5 plus 0 parce qu'il n'y a ni exportation ni importation dans notre exercice. Donc, on trouve 35. Donc, normalement, ça doit toujours donner la même chose, optique dépense ou optique ou optique valeur ajoutée. Hum, Bon, c'est tout pour l'exercice 3. Est-ce qu'il y a des questions? Je prends les questions pour l'exercice 3. Il n'y en a pas. On passe à l'exercice 4. OK. À l'exercice 4, une entreprise produit des CD-ROM vierges qu'elle facture 2 euros à ses clients. L'année 1, elle en fabrique 10 000. Ses consommations intermédiaires, essentiellement les matières premières, les livraisons s'élèvent à 0,70 euros par CD-ROM. L'année 2, le prix de facturation passe à 2,5 euros. Le prix des consommations intermédiaires reste inchangé. Calcule la valeur ajoutée pour l'année 1 et pour l'année 2. Et peut-on dire pour l'année 2, le PIB du pays, peut-on dire que pour l'année 2, le PIB du pays où se trouve cette entreprise a augmenté? Alors, pour l'exercice 4, euh, pour calculer la valeur ajoutée pour chaque année, on calcule la production, la valeur c'est la production moins la consommation intermédiaire. Et la production, c'est le prix unitaire fois la quantité.
Et la consommation intermédiaire, c'est aussi le prix unitaire de ce qui est utilisé pour la production fois la quantité aussi. Donc, la première année, on a deux, qui est le coût par unité de vente, le prix de vente par unité, multiplié par la quantité, et aussi les coûts intermédiaires qui sont 0,7 par unité, multiplié par la quantité. Et on trouve donc 13 000 $, 13 000 unités, parce que je ne sais pas si unité c'est le dollar. Et l'année 2, il facture à 2,5 €. Et aussi, on trouve dans 2,5 fois 10 000 et 0,7 fois 10 000. Le coût le prix des consommations intermédiaires reste inchangé pour l'année 2. Donc, on a donc la valeur ajoutée la première année, c'est 13 000. La valeur ajoutée la deuxième année, c'est 18 000. Alors, on demande si le PIB du pays où se trouve l'entreprise en Inde. On demande, le PIB réel n'a pas changé parce que la quantité produite n'a pas changé, mais le PIB nominal est passé de 13 000 de l'année 1 à 18 000 dans l'année 2. Bon. Si on demande le PIB, si c'est le PIB réel qui est en quelque sorte la quantité de biens produits dans un pays donné, euh, il produit la même quantité, donc ça n'a pas changé, mais le PIB nominal là, le PIB nominal, on fait intervenir les prix. Bon, dans ce cas, on parle de 13 000 dans la première année et 18 000 dans la deuxième année. Dans ce cas, il y a changement. L'exercice 5, on a un tableau qui contient les informations sur le PIB et l'IPC français. Alors, on a le PIB en milliards d'euros courant. On a l'indice de prix de base en 2005. Et on a le PIB en volume. Alors, on demande sur quelle ligne du tableau on va étudier l'évolution du PIB réel. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le PIB réel, ça concerne les quantités, donc c'est le volume. Donc, c'est la dernière ligne, parce que là, il y a des prix, là, on parle du PIB en volume. Donc, le PIB réel, ce qui nous intéresse, c'est la dernière ligne. Or, la première ligne nous permet de comparer le PIB nominal et la dernière ligne, c'est le PIB en volume, qui permet de trouver le PIB réel. On demande de calculer le PIB réel en 2009 au prix de 2005. Alors, pour avoir le PIB réel de 2009, alors il faut juste diviser le PIB nominal par l'indice des prix à la consommation et ça donne donc 1889,2 divisé par 108 fois 100. Donc, le PIB réel en 2009 qui est là, on fait juste la division entre le PIB nominal et l'indice des prix base 2005. Donc, on trouve 1749,27,25. Et après, on demande de compléter le tableau. Bon, on a déjà complété cette colonne, cette ligne-ci. Pour compléter cette ligne-ci, il faut juste faire Là, on nous a donné le PIB en volume et le PIB nominal. On demande l'indice des prix. Donc, pour avoir l'indice des prix, celui-ci, on va juste faire IPC égale à PIB nominal sur PIB réel fois 100.
On fera le rapport entre le PIB nominal, qu'on divise par le PIB réel et qu'on multiplie par 100, c'est ça qui va nous donner l'indice des prix en 2010, base 2005. OK, pour l'exercice 6, bon, s'il n'y a pas de questions, bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez m'arrêter à tout moment. On a le tableau qui affiche l'évolution des prix et des quantités d'un panier de deux biens. On a pour 2005, pour 2010, pour 2015. À la première question, on demande de calculer les indices de quantité de l'aspect et de pâche en base de 2005 pour l'année 2010. Interpréter les résultats. C'est comme on a vu tout à l'heure, pour l'aspect, on calcule en base de 2005. Ok. On calcule en base de 2005. Ce qui fait que là, on conserve les prix de 2005 et on va garder les quantités, on va multiplier avec les quantités de 2010 et de 2005. Donc, au numérateur, on aura le produit des quantités de 2010 par rapport à 2005, c'est-à-dire 5 fois 3 et 8 fois 5. Et au dénominateur, on a le prix de 2005 fois la quantité de 2005, 2 fois 3 et 5 fois 5. Donc, ça nous donne ce résultat. Et pour page, c'est vraiment le même résultat qu'on a eu au chapitre, au premier exercice. Et pour l'interprétation, on trouve ici 146 et 45. Bon, on va dire que l'indice des prix a augmenté de 46% entre 2005 et 2010, selon l'indice de l'aspect, selon l'indice de page et de 45,16 selon l'indice de l'aspect. À la question B, on demande l'indice de l'aspect, ce qu'on a fait, base 2010. Quand on dit base 2010, c'est juste remplacer les données de 2005 par 2010. Et interpréter les résultats, c'est la même question, mais on a changé les années. Maintenant, on demande l'indice en chaîne de Fisher en base de 2005. Alors, pour calculer l'indice de Fisher entre 2005 et 2010, il faut d'abord calculer les indices de Fisher de 2010 et 2005 et de 2015 et 2010, qui est le produit des indices de l'aspect et de page. Ensuite, pour l'indice de l'aspect, l'indice de Fisher chaîné en chaîne, on multiplie les deux indices qu'on a trouvés, qu'on multiplie par 100. On trouve 203,74. Et cet indice permet est utilisé pour mesurer les variations du PIB réel. Donc, l'indice de Fisher en chaîne est utilisé pour mesurer les variations du PIB réel. À la question D, on nous donne le PIB réel qui est 100 pour l'année 2005. On veut calculer le PIB réel pour les années 2010 et 2015. Donc, pour avoir le PIB de 2010, on multiplie le PIB de 2005, le PIB réel bien sûr, par l'indice de Fisher chaîné entre 2005 et 2010. Donc, on a le PIB réel qui est 145,58 en 2010 et le PIB réel qui est de 203,74 en 2015.
À la question E, on nous donne le PIB nominal et on veut maintenant l'indice implicite des prix pour 2010 et 2015. Bon, c'est juste utiliser la formule, l'indice implicite qui est le PIB nominal divisé par le PIB réel fois 100 pour chaque année donnée. Bon, ça fait 210 sur 203,74 fois 100. Je crois que cette formule est dans votre cours. Et pour avoir le taux d'inflation, alors on calcule, on fait le rapport entre l'indice implicite des prix des 2 années, moins 1, comme tué par 100 aussi. Bon, l'inflation en 2015, le taux d'inflation associé à l'indice implicite des prix entre 2010 et 2015 est de 2,07%. On demande la différence entre l'indice des prix à la consommation et l'IIP. L'IPC mesure l'évolution du niveau moyen des prix d'un panier fixe et des biens et des services représentatifs de la consommation des ménages, alors que l'IIP mesure l'évolution des prix de tous les biens et services comptabilisés dans le PIB. Donc, le panier de biens est beaucoup plus grand que l'IPC et il y a un changement pendant l'année avec l'évolution de la production. Mais la différence entre le taux d'inflation obtenu entre l'IPC et l'IPH n'est pas très grand en général. Il peut y avoir des différences, mais c'est de l'ordre de 0,01 ou 0,1 au pire des cas. Donc, avec l'indice implicite, on peut avoir les paniers qui changent, mais avec l'IPC, il faut qu'on garde les mêmes paniers pendant toute l'année. Mais parfois, il peut y avoir des biens qu'on ne produit plus en 2010, par exemple, qu'on produit en 2005. Alors, pour résoudre ce problème, on peut utiliser l'indice implicite des prix. Alors, c'est tout pour le TP. S'il y a des questions, vous pouvez l'écrire mercredi pendant ma disponibilité qui est de 11h30 à 12h30. Sinon, on se revoit lundi au prochain TP. Bonne journée à vous.